Debussy a eu deux maîtres, la mer, l'océan, donc l'eau, le diamant eau, et la poésie. C'était un sauvage, il n'a pas été à l'école. Son père a eu des difficultés politiques, il a été emprisonné, il n'a plus su subvenir aux besoins de sa famille, et sa maman l'a éduqué sommairement en lecture et en écriture, et puis ne sachant plus s'en occuper, l'a envoyé chez une tante à Cannes, au bord de la Méditerranée. Cette tante a compris la sensibilité musicale de Debussy, lui a donné ses premiers cours de piano. Après, il est allé au conservatoire et ayant beaucoup de difficultés à subvenir à ses besoins matériels, Marmontel, son professeur, lui a obtenu une place chez la baronne von Meck, qui était la mécène principale de Tchaïkovski. Donc il a été à deux ou trois reprises en Russie, il a voyagé énormément, en Italie aussi avec elle, il était le professeur de ses enfants. Et puis là, en Russie, il a joué en trio avec les élèves du conservatoire de Moscou. Je n'avais plus eu le plaisir de jouer ce morceau parce qu'en fait on a eu très peu de neige ces 10 dernières années. Et bon, la neige est une muse, elle nous inspire aussi un climat, une introspection, une rêverie. Et voilà, je trouve cette musique superbe de Claude Debussy. Alors Claude Debussy partage avec Schumann une exclusivité au piano, c'est que il faut se défaire de ses habitudes quand on les joue. Schumann est un mélange et presque une découverte en permanence d'une brousse. Il se faufile à travers des choses inextricables pour en sortir un chant et une mélodie. Ça, c'est Schumann. Et Debussy, lui,
il permet de s'oublier entièrement pour devenir un paysage. En fait, ce n'est plus des sons que nous faisons, ce sont des touches de pinceau sur une toile. Et donc, ce qu'il faut apprivoiser le plus dans Debussy, c'est donc cet aspect et aussi la pédale. La pédale devient un instrument à part entière dans Claude Debussy. Voilà pour Mélisse, Antoinette, pour Norris, pour Louana, pour Camille, j'espère que je n'oublie personne, et pour Catherine, pour que vous l'ayez bien dans l'oreille quand vous devez intervenir avec vos différentes parties. De l'opéra, c'est Péléas et Mélisande. Alors, pour un petit cocorico belge, c'est Maurice Maeterlinck qui a écrit cette œuvre littéraire et l'a montée à Paris en pièce de théâtre. Alors, Claude Debussy y a assisté avec son ami Verlaine, le poète. Il était subjugué. Maeterlinck, c'est le symbolisme, on va dire, lyrique du côté que nous avons hérité du XVe siècle, du XVIe siècle, de l'art allemand, de la mystique allemande. Maurice Maeterlinck, quoiqu'il habitait le Gand, une ville flamande, a été élevé et parlait le français. C'était sa première langue maternelle. Alors moi j'ai monté la scène 1 de l'acte 1, en fait qui est en réalité la scène 2 de l'acte 1, parce que la scène 1 a été éliminée pour le moment dans l'interprétation de cet opéra, où on a en scène Golo et Mélisande. Donc j'ai monté ce spectacle au collège Saint-Benoît-Marceau il y a 3 ans, avec des élèves qui avaient 11 ans et 12 ans. J'ai pensé que ça allait être rébarbatif pour eux. Je leur ai donc proposé, et quand j'ai vu l'émerveillement qu'ils ont eu à la première écoute, je leur ai fait passer Claudio Abbado. La première écoute, ils étaient émerveillés, et ils n'en avaient pas peur, et ils ont accepté l'aventure. On n'avait que des djembés pour faire des percussions, 2 pianos, où on a joué la partie des clarinettes, et moi la partie piano, lorsque les 2 élèves qui représentaient Colo et Mélisande rentraient en
ça avec leurs textes. Il faut savoir que quand Claude Debussy est sorti de la salle de spectacle de Pélléas et Mélisande, il a foncé sur son piano et il a d'un jet écrit la partie musicale que cette pièce de théâtre lui avait marquée dans le cœur. Et donc, on a une œuvre 8 ans avant son opéra. On a une œuvre pianistique de Pélléas et Mélisande. Et donc, je m'étais procuré ça. Et là, avec des heures de travail, je suis arrivée à le jouer plus ou moins correctement. C'était vraiment très intéressant comme travail. Et donc, c'est ce que je montre dans cette vidéo, avec des petits papillons et des fleurs et tout, parce que bon, c'est quand même pour des enfants de 11-12 ans. Et voilà. L'élément eau est très présent. Hein. D'ailleurs, ça se passe au bord d'une île à l'amande, donc un eau à l'amande avec un O, alors qu'à l'amande, c'est avec un A, au bord de la mer. Et puis, il y a un puits, dans quoi tombe un anneau. Enfin bon, l'eau est très présente. Et toujours chez Claude Debussy, l'eau est très présente. Voilà. Je vais ajouter donc la période française de Claude Debussy, après tous ses voyages. Il a découvert Wagner à Bérun, lorsqu'il voyageait encore avec la baronne von Meck. Il a été ébloui. Mais je vous ai dit, c'était un sauvage. Il n'a pas eu la conformité de la scolarité. Donc, il a toujours eu un regard sur la beauté, sur le monde, avec son âme d'enfant. Et donc, sa langue maternelle à lui, le français. Et il a voulu transposer ce que Richard Wagner lui a montré comme chemin avec la langue française et avec les habitudes françaises. Et donc, il est parti d'un texte français de Maurice Maeterlinck et il en a fait un opéra qui est un phare pour tous les compositeurs qui ont suivi, pour tous les musiciens et les artistes qui ont suivi. Que dire encore de Claude Debussy? Il est tombé dans des pièges, évidemment. En ayant toujours ce regard pur de l'enfant sur la beauté, qu'elles soient des œuvres d'art ou la beauté féminine, par exemple, ou ses amitiés, il n'a pas toujours compris que la beauté qu'il voyait n'était pas celle de l'âme, celle que lui pressentait, de la face cachée des choses, de l'éternité derrière la réalité. Donc il est tombé parfois dans des pièges et ça a provoqué des scandales. Je pense. Alors vous entendez La fille aux cheveux de lin, mais Debussy a surtout parlé de La fille aux yeux verts, qui est Gabrielle Dupont, une de ses premières amours. Je vous ai dit qu'il avait 2 maîtres, la mer, donc l'élément eau et la poésie. Mais il a été toujours guidé par la confrontation de son regard et de la beauté qui le surprenait, que ce soit la beauté des éléments ou la beauté des femmes ou la beauté d'œuvres d'art. Mais il en a parfois été piégé, car malheureusement, la beauté peut aussi n'être que de séduction. Nous avons été coupés. Je voulais dire que la beauté peut être aussi qu'une beauté de séduction et pas toujours le reflet de celle de l'âme. Et comme j'en reviens à mon sauvage, à mon primitif qui était Debussy, qui n'avait pas été formaté par une scolarité de surface, justement, Debussy va quand même toujours se laisser guider par son instinct de sauvage, enfin animal, entre guillemets dans le bon sens du terme, et chercher derrière les apparences la vérité cachée, celle de l'éternité. Et donc, il ira souvent au bord de la mer, se ressourcer.
Un mot sur la présence de Claude Debussy en France et de l'esprit français, car au fur et à mesure qu'il va évoluer dans son approche du monde et se protéger des pièges de la société, il va s'affirmer en tant que Français, avec une langue française. Il était admiratif de Wagner. Wagner lui a ouvert l'opéra avec Pélias et Mélisande, mais il l'a toujours fait par rapport à lui-même. Et lui-même s'est découvert de plus en plus français. Il a évolué dans des salons littéraires huppés aussi, entre guillemets. Les Singer-Polignac et d'autres. Il a fait partie de cette élite d'artistes français du début du XXe siècle, dont Proust a relaté l'ambiance des salons à la recherche du temps perdu. Il y a côtoyé une foule d'artistes anglais, notamment. Il s'est d'ailleurs réfugié lorsque il avait décidé de vivre son amour pleinement avec Emma Bardac, qui était une ancienne amie de Gabriel Fauré, et ce qui a provoqué un nouveau scandale, évidemment. Il s'est réfugié dans l'île de Jersey, donc il a découvert aussi donc l'ambiance anglo-saxonne. Children Corner, le titre est anglais. Il a malgré ça toujours défendu son approche française, qu'alors la guerre 14-18 est venue exacerber, évidemment. Il était déjà malade à ce moment-là. Il va perdre sa petite fille Chouchou qu'il a eue avec Emma. Et ses œuvres de maturité qui ont gravité, qui ont ouvert la porte à son successeur Maurice Ravel, entre autres, elles sont le reflet d'une force de caractère qui n'est pas due à l'éducation, mais qui est due à la qualité des œuvres d'art et des artistes qu'il a côtoyés dans tous les salons parisiens de cette époque-là. Et il a pu en faire une symbiose dans ses innovations, comme l'après-midi d'un faune, par exemple. Et il a pu transcender tous les scandales que ça a provoqué aussi, parce qu'il a fait confiance au ballet russe de Diaghilev et Nijinsky, mais il y a eu quand même certains gestes déplacés qui ont fait scandale lors du ballet. Mais il avançait quand même avec conviction dans la modernité et il voulait sortir du vernis et de la conformité des sociétés qui étaient sclérosantes, en fin de souffle dans les années 1880-1890. C'était sirupeux. Et on l'a taxé d'impressionniste, mais ce n'est pas tout à fait vrai. S'il était impressionniste dans le sens que sa palette sonore est abrupte et vient directement de l'impression que les éléments ont laissé dans son âme, c'est aussi quelqu'un qui ouvrait une voie vers l'avenir, mais une voie intemporelle. Car quand on met ses doigts sur le piano dans une œuvre de Claude Debussy, on sent toute l'éternité qu'il y a derrière cette note, cette musique. C'est intemporel. Et on apprend à traiter la musique alors, non pas comme un art auditif, mais un art pictural, architectural, littéraire et musical. Je vais employer le dernier que je n'ai pas cité, la sculpture, parce qu'on va sculpter une palette sonore en lien avec la nature et avec une âme indomptée. Je vous remercie pour votre écoute.